une interrogation. J'ai une interrogation. J'ai une interrogation. J'ai une interrogation. J'ai une interrogation. Bonjour, bienvenue sur votre émission J'ai une interrogation. Vous avez attendu patiemment, nous y sommes enfin. Et la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, c'est sur la dépression. Mais avant de la commencer, accueillez avec moi notre animatrice Anne. Bonjour à tous. Alan. Bonjour à tous. Et votre enseignant Valérie. Bonjour. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu l'occasion de visionner notre vidéo promo, je vais laisser nos animateurs se présenter. Alors bonjour à vous, mon nom est Anne, je suis passionnée de lecture, je suis également impliquée dans mon église locale au niveau de la louange de l'éducation chrétienne. Je suis traductrice de formation, j'aime beaucoup Jésus et c'est tout un plaisir pour moi d'être là ce soir. Merci Anne. Bonjour, je suis Alan, marié et père d'une magnifique petite fille. Mes passions, je suis fou de louange, aussi des relations humaines. Je suis éducateur spécialisé de formation et surtout, j'adore Jésus-Christ. Parfait, merci Alan. Bonjour, moi c'est Valérie. Je vais tout de suite dire comme Alan, j'aime Jésus. Et je suis marié, père de 2 enfants et comptable de formation. Et mes passions, c'est vraiment fouiller dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu, merci Valérie. Alors moi c'est Rania, je suis analyste de crédit de formation, j'aime Jésus. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle je partage mes témoignages sur ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie et sur laquelle j'encourage mes frères et sœurs en Christ à vraiment ne pas lâcher et à tenir la main de Jésus. Voilà. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de demander à Valérie, pourquoi j'ai une interrogation? Alors, j'ai une interrogation est née alors que je prenais du temps avec Dieu et je priais, je posais des questions à Dieu, à savoir, dans ces moments particuliers dans lesquels nous vivons, qu'est-ce qu'il voulait. Et c'est là qu'est née, j'ai une interrogation, cette plateforme-là, pour permettre aux gens de poser des questions, des sujets tabous, des questions que les gens n'osent peut-être pas poser à l'église ou dans le cadre chrétien. Parce que je crois que la parole de Dieu a la réponse à toutes les questions. Et notre cœur ensemble, je dis ensemble parce qu'on est vraiment ensemble, ce n'est pas l'idée d'une seule personne. C'est vraiment que au travers de ces moments-là, les gens soient touchés, transformés, vivifiés par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Merci beaucoup Valérie pour cette vision. Nous croyons que cette émission J'ai une interrogation va vous faire du bien. Donc sans plus tarder, restez avec nous pour le reste de l'émission. Alors aujourd'hui, nous recevons un invité spécial dont je vais laisser le soin à mon collègue Alan de nous introduire. Oui, merci Rania. Effectivement, aujourd'hui, on reçoit un invité assez spécial en la personne de Monsieur Joël Desrosiers, qui est médecin psychiatre et psychanalyste. Alors, vous êtes invité aujourd'hui pour nous parler de la dépression. Alors, je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la dépression? D'abord, je vous remercie de votre aimable invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous pour vous parler de quelque chose d'assez douloureux, la dépression. C'est une maladie. On dirait c'est la maladie du siècle bientôt, puisque on notera l'Organisation mondiale de la santé nous annonce que la dépression sera un trouble qui dépassera les maladies cardiovasculaires d'ici une dizaine d'années. Ils y sont déjà, ils n'avaient pas prévu la pandémie, et avec la pandémie, nous avons une augmentation importante de gens déprimés. Alors, qu'est-ce que la dépression? Voilà une grande question. La dépression, c'est un trouble de santé mentale. C'est une souffrance qui se manifeste par un certain nombre de symptômes, notamment la tristesse, le désintérêt, l'anédonie, la perte du goût de vivre, accompagné de troubles souvent de fatigue, de troubles du sommeil. Quelquefois c'est une insomnie, à d'autres moments c'est une hypersomnie où les gens dorment davantage, l'appétit diminue, la libido, c'est-à-dire le plaisir sexuel, également est touché, et finalement on aboutit à une espèce de marasme qui peut durer de 4 jours à davantage, où l'individu, le sujet se présente avec maintenant des difficultés au travail, des troubles de concentration, des troubles d'attention, des troubles de mémoire. Et quelquefois, ça culmine dans des postures de destruction. On peut avoir des idées suicidaires, on peut avoir des pensées suicidaires allant jusqu'au passage à l'acte suicidaire. Donc c'est une maladie grave.
Alors, elle vient de quoi? Elle vient, c'est assez complexe, elle peut venir d'un manque, d'une perte, elle peut venir des antécédents pédopsychiatriques, c'est-à-dire elle peut venir de l'enfance, s'il y a eu de la négligence, des abus sexuels, des traumatismes du maternage ou du paternage, des absences. J'ai tendance à dire que la dépression est une maladie de l'enfance, quand elle se manifeste à l'âge adulte. Alors sur le plan de la statistique, c'est une des maladies les plus fréquentes aujourd'hui. Il faut compter environ dans la population 2, 3, 5% de gens qui présentent des symptômes dépressifs, ce qui est important en psychiatrie. Quand c'est plus de 1%, c'est important. Il y a plusieurs formes. Peut-être qu'on va s'arrêter là, sinon je sens que... On va regarder un peu pour le reste. Oui, parce qu'on a plusieurs questions. Anne, peut-être, est-ce que tu... Ben justement, en parlant de dépression, vous avez quand même dressé un portrait assez large de ce que c'est, avec quelques exemples aussi. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir si vous pouvez nous faire une différence entre la dépression en tant que telle et le fait d'être profondément attristé, par exemple. Alors, effectivement, il y a une différence entre le chagrin et la tristesse. Être profondément attristé, c'est comme, par exemple, la perte d'une mère, un deuil. Un deuil, c'est quelque chose qui nous laisse dans une symptomatologie semblable à ce que je viens de décrire, mais avec la différence que c'est une perte qui est objectivée, qui est émotionnelle, qui ne s'accompagne pas toujours de tous ces symptômes, le deuil peut se compliquer de dépression quelquefois, oui, on le voit dans un certain nombre de cas. Par contre, le deuil est la représentation, je crois, d'une tristesse profonde, où vous pouvez voir des gens profondément attristés aussi dans les aéroports, lorsque un être cher part et nous quitte, il y a une tristesse profonde. Ça peut s'accompagner de l'inverse. Vous pouvez voir des gens qui sont plus agités, par exemple, au moment de cette perte. Mais d'une façon générale, la différence est du côté plutôt des symptômes de perte d'appétit, perte de mémoire, etc., qu'on ne voit pas dans la tristesse profonde. Donc ce que je retiens, c'est que la tristesse serait plus comme un sentiment qui était déclenché peut-être par un événement traumatisant, tandis que la dépression, c'est vraiment une maladie qui perdure dans le temps et qui est accompagnée par vraiment des symptômes qu'on peut reconnaître. La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que la tristesse non traitée peut éventuellement avoir pour conséquence la dépression? Je vous remercie de cette question parce qu'elle est effectivement pertinente dans le sens où la tristesse est un sentiment, une émotion naturelle. Alors que la dépression, c'est un trouble psychopathologique. D'accord. Alors, la tristesse profonde qui n'est pas traitée va s'accompagner effectivement d'anxiété, de perturbation, cette fois-ci de l'intérêt, de l'énergie, va s'accompagner de fatigue, de perte d'appétit, et on voit progressivement la tristesse devenir dépression lorsqu'il n'y a pas de modification de l'environnement, ou lorsque ce changement, cette transition marquée par une perte, une absence, n'est pas élaborée par la personne, n'est pas comprise. On voit par exemple chez les enfants, lorsqu'on ne leur explique pas le départ d'une mère ou le départ de parents, ils confient l'enfant à un parent, et si l'enfant n'a pas été habitué à ce parent, mais cette perte peut être d'abord une tristesse profonde, ensuite devenir dépression. Okay. Très bien. Justement, parlons d'enfants, et puis on parle de tranche d'âge. À partir de quel âge on peut parler de dépression? Est-ce qu'un enfant, par exemple, on peut dire qu'un enfant est dépressif ou qu'il a un épisode de dépression? Est-ce que Oui, à partir de quel âge finalement on peut être? Les dépressions infantiles sont d'abord néonatales, très précoces.
Par exemple, on peut voir des enfants qui naissent déprimés parce que leur maman a fait une dépression péripartum, périnatale. Parce que la dépression, je n'ai pas dit tout à l'heure, a des caractéristiques également biologiques. La dépression, c'est pour ça tout à l'heure que j'ai employé à dessein le terme maladie, parce que dans le DSM-5, c'est-à-dire on parle plutôt de trouble, mais j'ajoute le terme maladie parce qu'on sait maintenant que la dépression est une maladie inflammatoire, un syndrome inflammatoire qui s'accompagne de perturbations endocriniennes, de perturbations de l'immunité, de perturbations de quantité de neurotransmetteurs et également de perturbations d'ordre, oui je l'ai dit, immunitaire, qui font, avec ce qu'on appelle la perturbation des cytokines, qui font que la dépression est davantage une perte émotionnelle avec les symptômes que j'ai décrits, mais aussi une maladie inflammatoire. Et donc un enfant, pour répondre à votre question Alain, un enfant peut très bien être imbibé par les hormones et les neurotransmetteurs et les cytokines et tout ce chaudron complexe inflammatoire au moment de la grossesse. Et lorsque l'enfant naît, il peut être porteur de ces perturbations. Ensuite, chez une mère normale qui devient déprimée dans la suite d'un accouchement, ce qu'on appelle la dépression du postpartum, qui en général commence avant l'accouchement, on peut voir les enfants qui réagissent à un syndrome que nous appelons le syndrome de la mère morte. Le syndrome de la mère morte, c'est le syndrome qui est décrit par André Green, qui est un psychiatre et un psychanalyste français, autour d'une mère présente sur le plan physique, mais absente sur le plan émotionnel. Donc, on le voit par exemple dans la peinture de la Renaissance italienne, toutes ces mères à l'enfant où le regard de l'enfant n'arrive pas à croiser celui de la mère. La mère regarde à côté et l'enfant est là, comme ça, et cherche à regarder sa mère. Alors si ça vous intéresse, allez voir un petit peu. Vous allez être frappé par cette discordance d'une mère ailleurs, avec un enfant allaitant et qui cherche le regard maternel. Je me rappelle d'un petit garçon tout à fait charmant qui disait, quand il voulait être allaité, « Je veux regarder maman ». Donc ça résume bien, c'est très joli. Ça résume bien la différence. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a des signes visibles, physiques chez l'adulte, mais justement, si on devait parler de signes ou de signaux physiologiques chez l'enfant, par exemple, qu'est-ce qui nous permettrait de déterminer, ok, un enfant il déprime juste en voyant son physique? Alors, ou d'autres... D'abord, l'enfant se défendra de la dépression, il va être agité. Il va pleurer davantage, il présentera des troubles du sommeil, et selon son âge, il peut se mettre à se frapper la tête, il peut être irritable, il n'est pas consolable. On voit toutes sortes de symptômes comme ça, dépendant du caractère de l'enfant, et de ce que nous appelons l'attachement, qui est un gros concept qui permet de comprendre le type d'attachement que l'enfant peut avoir avec la figure maternelle. Wow, donc excuse-moi, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter de se dire qu'on a tout cet éventail-là, mais que ce soit chez l'adulte ou même chez l'enfant, est-ce qu'il y a des symptômes qui sont facilement reconnaissables? Est-ce qu'il y a des étapes précises qui vont vous permettre, vous, au final, par exemple, de diagnostiquer une dépression chez un enfant comme chez un adulte? C'est quoi les symptômes précis, on va dire? Je vous dirais qu'un animal de compagnie fait le diagnostic de dépression chez son maître ou sa maîtresse. Et très bien que les animaux ressentent tout de suite que le maître ne va pas bien. Également, quand le maître est en manie, c'est l'autre forme qu'on appelle la manie, c'est-à-dire l'agitation maniaque, etc., on voit l'animal qui prend la fuite et qui abandonne son maître à sa manie, alors que dans la dépression, l'animal va se rapprocher de son maître. Si bien que nous pouvons dire que chez l'être humain, le même phénomène se passe dans un premier temps, le faciès dépressif.
facilement le regard triste de l'enfant ou de l'adulte est facilement perceptible par son entourage. Alors, naturellement, le premier mouvement, si vous me demandez comment l'entourage peut repérer une dépression, eh bien, le ralentissement psychomoteur, c'est le premier symptôme d'une dépression. C'est le faciès triste et puis la démarche, qui n'est plus la même. Et la posture est plus affaissée. Les symptômes dépressifs se voient dans la salle d'attente. Quand je vais chercher un patient, j'aime bien regarder l'habitus physique, comment cette personne est assise ou pas. Ça vient de m'arriver là tout à l'heure vers les 11 heures, où je vais chercher une patiente avec son dossier, je la vois affalée dans son fauteuil, totalement écrasée, et effectivement me parlant de sa vie, qui fut une vie marquée par une négligence et des abus sexuels durant l'enfance, une dépression du postpartum. Son enfant lui a été retiré parce qu'elle avait un déficit du maternage. Cela a aggravé la dépression. Elle a fait une dépression maintenant dite psychotique, c'est-à-dire qu'elle entendait des voix, elle avait des angoisses de culpabilité, qu'elle n'était pas capable de s'occuper de son enfant, une perte d'estime de soi. Elle s'est mise à prendre de la drogue, et ça c'est compliqué, on lui a retiré son enfant, la DPJ100, la mêlée, etc. Voilà un cas assez classique d'une évolution marquée par un traumatisme de l'enfance, une négligence. Ces traumatismes de l'enfance, ces abus de l'enfance perturbent gravement, c'est pour ça que c'est une maladie, gravement les systèmes neuro-endocriniens de l'enfant et qui reste avec des séquelles sur le plan cérébral. Donc, Du coup, l'enfant grandit avec ça et devient adulte avec ces symptômes qui finalement n'ont pas été traités exact. Et qui se transmettent de génération en génération. Tout à fait. Comme vous l'avez mentionné tantôt, un enfant peut naître déprimé dans la mesure où la mère elle-même traverse une dépression. Donc c'est dommage de voir qu'un enfant peut naître déprimé si ça commence dans le sein de la maman. Et puis si cela continue avec une dépression postpartum, donc il y a ce détachement-là entre la mère vis-à-vis de l'enfant et l'enfant ressent cela. Tout à Donc fait. il ne C'est le sent syndrome pas de la mère morte, l'enfant n'arrive pas à exactement à s'attacher à s'attacher. une mère souffrante. Une déconnexion émotionnelle. Donc l'enfant est capable de ressentir cela, qu'il n'y a pas un attachement, du moins un amour maternel vis-à-vis de sa maman. Tout à fait. Et ce que vous évoquez tout à l'heure, à savoir la transmission génétique, elle est très importante aussi. Des études depuis à peu près une cinquantaine d'années, je dirais même davantage, les années 40, 50, ont mis en place une notion qu'on appelle l'épigénétique. Qu'est-ce que l'épigénétique? C'est exactement ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire la transmission de perturbations génétiques dues à des traumatismes subis par la mère. Cette transmission se fait à l'enfant, dans le matériel génétique même. Wow. Donc ça a été découvert depuis de nombreuses années. L'épigénétique n'est pas une science tout à fait exacte, il faut bien le préciser, mais laisse entendre une espèce de maladie transmissible. Est-ce qu'on pourrait donc parler d'hérédité? Est-ce qu'on pourrait dire que la dépression est une maladie héréditaire? On pourrait dire aussi qu'il existe effectivement des locus, c'est-à-dire des locus génétiques qui sont transmis dans certaines familles avec une vulnérabilité à la dépression. Tout à fait, ça se voit. Comme la vulnérabilité à l'anxiété ou à la psychose d'origine génétique, mais ce matériel génétique transmis est multiple. Il y a plusieurs pools de gènes, on n'arrive pas à les identifier de façon précise, mais il y a une vingtaine qui sont impliqués dans la transmission génétique. L'épigénétique, elle, c'est lorsque l'environnement
provoquent, par exemple, un stress, un traumatisme, des situations socio-familiales graves. Le racisme, par exemple, entraîne des transformations épigénétiques qui sont sévères, qui sont transmises aux enfants. C'est-à-dire une mère ayant subi, un père également, si la cellule familiale ayant subi des agressions socio-économiques graves, une précarité importante, de la violence familiale, des abus, la violence domestique, on voit qu'il y a des risques importants que les enfants en soient atteints. Merci. Si tu permets, Rania, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Bon, vous n'êtes pas seulement médecin, psychiatre et psychanalyste, vous êtes aussi chrétien. Alors comment en tant que chrétien, vous abordez cette question du soin? Souvent on parle d'équilibre entre, on doit être connecté sur la terre, mais aussi si on croit que Dieu est capable de faire des miracles. Comment vous abordez ces questions-là? Parce qu'on a aussi un auditoire chrétien. Tout à fait. Je vous remercie de cette question parce qu'elle m'a longtemps hanté. Comment être scientifique et chrétien? Est-ce qu'il y a une opposition entre la science et la foi religieuse? Eh bien, je vous dirais que la science est la manifestation de l'Esprit Saint. J'y crois profondément que ce qui nous est donné comme compréhension du monde, comme mystère, c'est une manifestation divine, c'est une manifestation de l'Esprit Saint, de l'intelligence du monde. Et chaque fois, je suis toujours très émerveillé par cette phrase d'Einstein qui disait que s'il n'y avait pas Dieu, il faudrait le créer. Parce que la machinerie du monde, c'est-à-dire ce mystère qui s'appelle la vie, est d'une telle complexité et d'une telle finesse et d'une telle beauté aussi, parce qu'il y a une expression de la beauté dans cette machinerie, eh bien elle est si belle qu'elle est sacrée. Et que ce sacré-là, cette vie est un don de Dieu. Alors, sur le plan maintenant pratique, si vous lisez la Bible, vous verrez des personnages bibliques déprimés. Oui. Le premier déprimé, ce fut Caïn. Quand il tua son frère, enfin, je dirais même peut-être Adam déjà, quand il fut chassé du paradis, c'est la perte définitive, Oui. c'est ce qui nous frappe tous, cette perte-là essentielle qui vient structurer notre vérité et qui vient nous dire d'où vient le manque. Alors, d'abord, il y a ça, il y a cette dépression, il y a cette perte, il y a également Caïn qui vient de commettre le crime des crimes, c'est-à-dire tuer son frère, et qui est abattu par ce qu'il vient de faire. Hein. Alors, donc, à partir de là, vous verrez un peu partout dans la Bible, et vous connaissez aussi l'histoire de Saul, Saül, déprimé, à qui on envoie le petit David lui faire de la musicothérapie. Hein. Ouais. Déjà, ça commence. Donc, il y a aussi d'autres épisodes assez extraordinaires de dépression dans la Bible, notamment cette dépression qui va frapper Job. Hein. Dans le livre de Job, c'est absolument extraordinaire comment Job va résister à la dépression en dépit de toutes les pertes possibles et imaginables, provoquant même le rire sarcastique de sa femme. Hein. Donc, les éléments sont fréquents, sont toujours présents dans la Bible pour comprendre un peu ce que c'est que la dépression, y compris la psychose aussi. Dans la Bible, il y a des éléments très forts de désorganisation psychotique. Hein. N'est-ce pas ce roi, je crois que c'est Nabucodonosor, ou précisez-moi son nom, qui est transformé en bête, à un moment donné, et qui se transforme en bête et qui mange, etc. Puis il y a le fameux fils prodigue. Oui, alors moi, les exemples n'en finissent pas. Les exemples n'en finissent pas. Finalement. Je l'aime beaucoup celui-là, parce que j'en vois souvent des fils prodigues qui, dans ma pratique, et qui ont tout dépensé dans une manie, qui ont flambé l'héritage paternel, et qui reviennent déprimés en mangeant la nourriture des cochons et
etc. Donc, ce que je comprends bien, c'est que vous imbriquez ça aussi dans votre pratique et vous gardez ça à cœur quand Tout à fait. Je fais partie d'une communauté de foi, Oui. une communauté thérapeutique de foi, qui réunit un certain nombre de membres de l'Église qui ont des dispositions personnelles ou professionnelles envers ce qu'on appelle le care, le soin envers autrui. Et chrétien, c'est quelqu'un qui passe après autrui. C'est le souci du prochain est particulièrement vif dans notre foi. Et cette communauté thérapeutique de foi est constituée de travailleurs sociaux, d'intervenants sociaux, de pasteurs, j'en fais moi-même partie, et qui, nous voyons, nous avons mis ça en place depuis une petite année, et progressivement les choses se mettent en place, c'est-à-dire d'intégrer à la fois une démarche scientifique et une démarche qui entend le sujet souffrant dans sa foi, et qui respecte cette foi également. Très bien, c'est important. Est-ce que vous aviez d'autres questions, mes collègues? Oui, avant de poursuivre, je ne sais pas si Anne, tu veux Oui, commenter. Sinon, moi j'avais une dernière question, mais on revient d'un point de vue physiologique encore, de se dire qu'on sait que la dépression c'est une maladie, et comme toute maladie, il peut y en avoir qui sont fatales. Alors, ma question elle est simple, c'est vraiment de savoir si est-ce que la dépression peut mener à la mort. Oui, tout à fait. La dépression, c'est une maladie grave. Elle mène à une perte des fonctions émotionnelles, cognitives, immunitaires. Également, elle s'accompagne d'inflammation, donc elle peut conduire à une complication psychosomatique, l'apparition des cancers, l'apparition... Par contre, je ne vais pas finir sur cette note, Non. parce que... Ah, pas là-dessus, c'est sûr. Parce qu'il y a la capacité chez l'homme de cicatrisation, de réparation. Heureusement. Heureusement, parce que toute dépression n'est pas fatale. Il y a même ce que je peux appeler les bienfaits de la dépression. Car la dépression peut constituer un moment d'introspection, un moment où le sujet rentre en contact avec sa souffrance. Plutôt que de se défendre dans des passages à l'acte, dans des manies, dans des agitations, dans des colères, dans des violences, il peut, s'il est bien guidé et s'il est aidé, rentrer en contact avec sa souffrance psychique et accepter son histoire de perte, accepter son histoire de douleur, accepter les deuils, non pas les accepter de manière passive, mais les intégrer dans son histoire personnelle et en faire une force. Et donc, la dépression, il y a des bienfaits, des moments importants où il vaut mieux déprimer que d'aller jouer sa vie aux jeux pathologiques, à la vidéo, dans les drogues. Hein, voilà. Donc en fait, au lieu de comme... excusez-moi, le mot me vient en anglais, comme deflect. Oui. Donc au lieu de porter vraiment l'attention sur la cause de la dépression, effectivement, il y a certaines personnes qui vont chercher un moyen de se distraire afin de pouvoir éviter de vraiment rentrer en confrontation avec ce sentiment de tristesse ou de dépression. Donc là, ce serait important à ce moment-là de prendre conscience du fait que oui, il y a cet acte-là qui s'est posé, j'ai vécu un deuil, j'ai vécu un traumatisme, j'ai vécu une agression, et traiter avec cela de façon profonde et guérir, passer au travers de cela plutôt que de se distraire à travers toutes sortes de choses, parce qu'au final ça va nous rattraper d'une manière ou d'une autre, de ce que je comprends. Et je finirai par dire également qu'il existe ce qu'on appelle une dépression, une position dépressive. Il y a une grande chercheuse, Melanie Klein, psychanalyste et également pédiatre, qui s'est occupée d'enfants très tôt dans l'histoire de la psychanalyse, qui a proposé dans l'évolution, dans le développement du sujet humain, une première posture qu'on appelle la posture schizoparanoïde, c'est-à-dire la posture de persécution, d'angoisse, etc. C'est dès l'âge de 2 mois, hein, c'est très tôt. Et lorsque cette posture, ce stade est bien traversé, l'enfant arrive à un second stade, cette fois-ci, qu'on appelle la posture
la position dépressive, qui est une position constitutive, nécessaire pour abandonner la position paranoïaque. C'est-à-dire que lorsque l'enfant se rend compte d'une espèce de culpabilité, d'avoir voulu détruire le monstre maternel, d'avoir voulu détruire les figures de domination, parce que l'enfant est complètement dépendant, donc il ressent des angoisses schizoparanoïdes, eh bien le développement normal de l'enfant le met dans une posture dite dépressive. À ce moment-là, il ne veut plus détruire, il ne veut plus se détruire. Vous connaissez très bien ces enfants qui têtent et mordent le sein en même temps. Voilà, c'est la position schizoparanoïde. Et la posture dépressive permet à l'enfant, cette fois-ci, un développement plus humain, car il est capable maintenant d'imaginer l'absence. Il n'est plus en colère contre l'absence. Il est capable maintenant de théoriser l'absence. Maman n'est pas là, elle est occupée à faire autre chose. Et l'enfant commence maintenant à imaginer cette maman, à imaginer l'absence. C'est la posture dépressive, qui est une posture nécessaire à l'être humain. Et à la croissance aussi de l'enfant. Et la croissance de l'enfant. Est-ce que tu voulais dire? Oui, j'ai encore une question qui me brûle les lèvres. Bon, c'est vrai qu'on se veut une émission pratico-pratique. Comment quelqu'un lambda peut se dire s'il pense qu'un ami ou quelqu'un est dépressif ou présente des signes de dépression? Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes? Comment elles peuvent aider? Comment elles peuvent prévenir? On sait que dans le monde chrétien, des fois, on a un peu du mal à aborder la question de la psychiatrie, de la santé mentale. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là? Je leur dirais de frapper à notre porte. Voilà, c'est tout simple. Vous les référer. Si vous le voulez, de frapper. Il y a une communauté thérapeutique de foi. Mais en dehors de l'Église, il y a également des médecins, le CLSC, il y a des cliniques. Donc, de ne pas hésiter très tôt de faire appel à l'aide autour de soi. Il y a également des lignes téléphoniques. Alors, pour la communauté chrétienne, nous sommes présents. Nous n'allons pas tout régler, mais nous pouvons d'abord proposer une écoute, ensuite orienter cette personne vers des ressources professionnelles selon le cas échéant. Et pour finir sur une note d'espoir, parce qu'il y a de l'espoir, on peut guérir de la dépression. Tout à fait. C'est sûr qu'il y a tout un processus pour y arriver, mais on peut guérir. Et puis, est-ce que vous pouvez nous le présenter un peu plus? Je sais qu'il n'y a pas un schéma unique. Oui. Mais, Alors, la guérison de la dépression est possible parce qu'il faut la faire en raison des risques de chronicité de la dépression. Si vous faites une dépression, vous avez le risque d'en faire une seconde à 50% des cas. Si vous en faites deux, c'est 70%. Si vous en faites 3 dépressions, c'est 90% d'avoir une dépression chronique toute votre vie. Donc il est vraiment important de traiter la dépression très rapidement. Comment faire? Eh bien, la dépression, c'est d'abord un style de vie qu'il faut changer. Je crois beaucoup à cela. Il faut l'exercice physique, l'exercice physique, l'exercice physique. Voilà comment on traite la dépression. Alors, il faut également une nutrition saine, il faut du sommeil, et il y a maintenant des thérapies dites cognitivo-comportementales, des thérapies de pleine conscience, il y a des psychothérapies psychanalytiques, il y a la psychanalyse elle-même, et évidemment, il y a la médication. Et donc, aujourd'hui, il y a des médicaments vraiment très bien. On est passé par une longue histoire de la médication en psychiatrie, mais aujourd'hui, il y a des médicaments qui sont très efficaces et qui donnent peu d'effets secondaires et qui peuvent aider. Alors moi, j'ai tendance à dire à mes patients, la médication, c'est 10% de la job. Les 90%, c'est vous, c'est votre travail psychothérapeutique, c'est votre approche de votre vie, et ce n'est pas seulement le soulagement qu'apporte la médication. La psychothérapie, quelle que soit l'école de psychothérapie, sera appropriée dans toute dépression, il me semble, afin d'obtenir un changement. C'est ça le bienfait de la dépression, un changement, parce que votre style de vie, votre approche des choses, la dépression a été une alerte, un frein, donc vous pouvez l'utiliser comme, non pas seulement pour vous soulager de vos symptômes dépressifs, et ça c'est extrêmement dangereux, de soulager quelqu'un de ses symptômes dépressifs, alors que toute la cognition, toute la pensée qui a conduit à la dépression est encore là.
Donc Ah il oui. faudrait vraiment que la personne dépressive ait elle-même une envie de guérir et de sortir de cet état de Tout dépression-là. à fait. tout à fait. Et non pas seulement s'appuyer sur la médication qui va lui être donnée. Voilà. J'aimerais ajouter aussi, et vous me corrigez si je me trompe, mais peut-être aussi l'entourage de cette personne qui traverse la dépression, avoir des personnes qui vont l'aimer, qui vont Oui, la tout à fait. supporter, avoir un soutien, un support Oui. émotionnel, mental, familial, bref, mais vraiment être entouré d'amour, de beaucoup Oui. d'amour, surtout lorsque il s'agit d'un enfant, d'un bébé qui est dépressif. On voit que cela est souvent relié à la maman, à Ou d'une personne âgée. également. Ou d'une Oui, personne c'est âgée, une tout à personne fait, âgée, bien tout à sûr, fait. effectivement. effectivement. Je suis assez contente que vous évoquiez le rôle des familles, le rôle de l'entourage. C'est un rôle important, puisque le premier mouvement des familles, c'est un mouvement de se rapprocher des gens, de tenter d'aider celui qui ne va pas bien manifestement au sein de la famille. Mais vous pouvez imaginer évidemment que les familles ont des limites également. Effectivement. Puis le second temps, si la dépression n'est pas traitée, si les situations dysfonctionnelles alimentent et perpétuent l'état dépressif du patient, si ça peut venir de la famille même, l'entourage va avoir un mouvement de retrait. Alors il y a des choses qu'il ne faut pas dire à un déprimé. Hein. Lève-toi et bouge, et puis, etc. Fais quelque chose de ta vie. C'est ne pas comprendre la dépression, C'est je peux ça. lui dire ça, il n'y a rien là, espèce de fainéant, machin, va travailler. Alors, ce sont des choses à ne pas dire parce que, bien sûr, c'est bien intentionné. Je dis ça pour encourager la personne dépressive. La dépression ne supporte pas ce genre de phrases parce que c'est un signe que vous n'avez pas compris l'intensité d'un symptôme dépressif. Parfait. Merci beaucoup. Oui, merci. Je ne sais pas si, avant qu'on Non, ne non. conclue, si Alan ou Anne, vous aviez des questions, des commentaires additionnels Non, juste pour dire notre un invité. grand merci parce que c'était très riche. Ouais, Et puis prendre le temps de- j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, Ouais. c'est moi qui vous remercie infiniment de votre Merci invitation. de votre présence et puis je veux lancer, dire à tous nos auditeurs, toutes les personnes qui nous regardent, que la dépression est vraiment une maladie, comme on a pu le voir avec le docteur. Donc à ne pas négliger, c'est très important. Si vous-même vous pensez traverser une dépression ou si vous avez un membre proche de votre famille, un ami, une personne de votre entourage que vous soupçonnez d'être dépressif, s'il vous plaît, ne pas laisser cette personne-là être isolée, mais vraiment entourer cette personne de beaucoup d'amour. Prêtez-lui une oreille attentive et pourquoi pas l'accompagner, voir un psychologue, un spécialiste qui va vraiment l'accompagner dans ce cheminement parce qu'on a vu que c'est possible de guérir de la dépression, ce n'est pas peine perdue. Donc voilà, merci de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt dans notre prochaine émission.